Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe? Et si je ne m'abuse, on entame ce soir le 7e live sur cette œuvre déjà. C'est une œuvre qui nous prend beaucoup de temps, mais bon, c'est agréable puisque c'est un recueil de nouvelles et que chaque nouvelle se différencie pas mal par le thème et par le genre. Donc c'est intéressant de découvrir toutes ces nouvelles, de redécouvrir toutes ces nouvelles pour ma part, comme je vous avais déjà dit. Je les ai déjà lues en off il y a de cela quelques années. Mais ça me fait vraiment plaisir de les redécouvrir avec vous et je redécouvre des choses que j'avais totalement oubliées. Ce soir, je ne sais pas quel thème et quel genre nous allons aborder, nous le verrons bien. En tout cas, ça sera l'occasion ce soir de deux lectures de deux nouvelles. Il y aura La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, ainsi que Révélation magnétique. Et j'en profite pour vous dire que si vous nous regardez sur YouTube, vous aurez compris qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live Twitch. Et donc je vais discuter avec le chat, je vais discuter dans une phase d'introduction, puis faire des pauses dans ma lecture pour interagir avec eux et puis me reposer mes cordes vocales. Si vous voulez passer ce moment de parlotte, ce que je comprendrai tout à fait, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition pour pouvoir naviguer comme bon vous semble dans la lecture. Voilou pour le petit disclaimer habituel. Et donc, comme je le disais à l'instant, nous allons procéder d'abord à une petite intro de 10-15 minutes, le temps de laisser aux gens qui voudraient suivre le live en live, le temps d'arriver, voilà. J'accueille déjà Fallen Angel, bonsoir Fallen Angel, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Et je voulais dire, justement, parce que je viens de le voir, a priori, Kilala Kawaii, c'est écrit là en dessous, qui a follow il y a de cela quelques minutes. Donc merci beaucoup pour ce follow, Kilala Kawaii, ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu également un follow pendant que j'étais en off ces derniers jours de Chimeria Stories. Alors je sais pas si on le prononce de cette manière, puisque au final en anglais je me demande si on dirait pas c'est trop dur à dire, Chimeria Stories. D'autant qu'à la base, chimère, je suppose que ça vient du grec. Enfin, bref, du coup, je sais pas. Mais bon, Chimeria Stories, en tout cas, merci aussi pour le follow. Je sais que c'est une habituée de mes lives, entre guillemets, en rediffusion sur YouTube, justement. Donc ça me fait plaisir que tu aies fait ce voyage inverse. Il y a des gens qui me découvrent en live et qui après vont voir mes rediffusions. Il y a des gens qui me découvrent en rediffusion sur YouTube et qui ensuite font le voyage inverse, voire se créent spécialement pour moi. Je crois que c'est le cas de Chimeria Stories, un compte Twitch pour pouvoir me suivre en live. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous tous. Ça m'encourage, ça me soutient et ça me motive à continuer de la sorte. D'ailleurs, bon, petit fun fact, ça me vient comme ça à l'esprit, mais aujourd'hui j'ai dialogué avec deux personnes par commentaire interposé sur YouTube, et il s'est avéré que l'une d'entre elles avait commenté une vidéo que j'ai fait il y a de cela 1 an jour pour jour, et ça m'a fait un de ces chocs. C'était le premier live de lecture sur l'œuvre de Rimbaud. Et ça m'a halluciné dans ma tête, j'avais l'impression que Rimbaud je l'avais fait il y a 3-4 mois, et en fait ça fait 1 an. Donc le temps passe extrêmement vite. Après, si on regarde la liste des lectures qu'on a déjà fait, en vérité on a déjà fait aussi un bon paquet de lectures à voix haute lors de ces lives, mais c'est vrai que ça m'a choqué, et je me suis dit, est-ce que je fais pas assez de live, ou juste est-ce que le temps passe super vite et j'y peux rien. Enfin ouais, ça m'a vraiment perturbé. Bref, c'est du détail. Et du coup, dans cette intro, j'ai pas forcément grand chose à vous dire encore une fois, parce qu'en fait, comme je le disais la dernière fois, ces temps-ci, je suis en train de m'installer dans une petite routine. D'ailleurs, ma routine remplace une autre routine que j'ai réussi à instaurer, donc ça me plaît pas trop. J'avais réussi à m'instaurer une routine quotidienne de musique. Et petit à petit, je suis en train de la perdre au profit de la nouvelle. Donc ça, c'est pas cool. Je suis un peu triste. Bon, je vais essayer de rallier toutes ces routines et de faire une super routine et d'avoir des journées bien complètes avec que des choses que j'aime. Mais du coup,
en ce moment, c'est vrai que je focus énormément sur les illustrations pour mon jeu de société à venir nommé Sur l'eau. Et du coup, en fait, est-ce que je peux vraiment même vous mettre au courant? Bon, je peux vous dire juste comme ça vous tease un petit peu le genre de tuiles qu'il va y avoir dans le jeu, puisque c'est un jeu qui se joue avec des tuiles et non des cartes. Alors, j'ai commencé à faire pas mal les icônes qui vont me permettre d'organiser de manière optimale toutes mes tuiles. Parce qu'une fois que j'aurai les icônes qui sont communes à plusieurs tuiles, ça sera plus facile de m'organiser tout simplement, et plus facile de faire l'illustration en sachant quel espace elle va prendre sur la tuile, etc. Donc voilà, j'ai commencé par ces choses-là. J'ai fait les icônes depuis. D'ailleurs, je les mets sur Discord pour ceux que ça intéresse vraiment. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je mets quelquefois des whips, des work in progress. Et du coup, j'ai par exemple mis l'épée, je crois. Donc le sabre de Moussaillon, n'est-ce pas, qui symbolise l'attaque. J'ai pas envie de donner des termes parce que c'est pas les termes définitifs que je donne au jeu. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais admettons l'attaque dans le système de jeu, disons que ça représente à peu près l'attaque. Ensuite j'ai fait le logo, l'icône représentant la défense ou les vies, avec des gros guillemets, la résistance, bref, vous verrez. Et j'ai fait aussi le butin, ça c'est quasiment sûr que ça restera le butin pour le coup, donc je peux vous le dire à 100%. Donc voilà, j'ai fait tout ça et aujourd'hui j'ai travaillé sur une nouvelle illustration. Pour le moment j'arrive à me tenir à une illustration par jour, donc je suis plutôt content de moi. Aujourd'hui j'ai fait l'illustration du requin, et j'en suis plutôt content, je pensais vraiment galérer, bon j'ai eu vraiment du mal, et j'ai passé beaucoup trop de temps par rapport à un vrai illustrateur. Mais au final, je suis assez content du résultat, donc voilà. Comme ça, je vous mets, enfin peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement au courant de l'avancée de mon jeu de société sur l'eau. Et j'accueille Petit Poulpe Dissident ainsi que Nanumanga. Bonsoir à toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'espère que ta présentation s'est bien passée, Nanumanga. Viens te détendre avec nous, viens te reposer. Prenez tous des coussins, des couvertures, mettez-vous bien, prenez à manger, à boire, et on va partir pour une soirée de détente et de lecture, de découverte, de découverte d'univers finalement. Moi c'est ça que j'aime bien en fait, c'est découvrir des univers, c'est découvrir des histoires, et c'est un peu ce qu'on fait avec ces découvertes de lecture. Merci pour les compliments, c'est gentil les amis. Je suis content que les dessins vous plaisent, enfin les premiers que j'ai pu vous envoyer, hein, parce que c'est encore une fois du brouillon, du début de projet entre guillemets, mais on en est à l'embryon quoi. Et du coup merci Nanumanga pour les 100 bits encore une fois. Franchement, d'un côté je suis tiraillé. D'un côté je me dis merci beaucoup, c'est très gentil, et d'un autre côté je me dis mais t'es en train de te ruiner pour moi, c'est pas très bien. Attention à toi Nanu, n'abuse pas sur ton porte-monnaie. Mais en tout cas merci pour ces bits, ça fait plaisir. Est-ce que je vais savoir ouvrir cette canette? Oui. Je suis en train de galérer depuis tout à l'heure. Et donc, les amis, santé. Le live de ce soir ne devrait pas durer trop longtemps. On a 2 nouvelles à lire, mais ce sont deux nouvelles très courtes. Je crois qu'elles font 10 pages chacune. Donc je pense qu'en 1 heure, on a moyen d'avoir fini. Peut-être un peu plus avec les pauses, l'intro, l'outro. Disons 1 heure, 1 heure 10, je pense qu'on aura terminé. Donc voilà, ce sera un live très court, et ça sera, comme je vous en avais parlé la dernière fois, comme je vous avais prévenu, ça sera le dernier live pour quelques temps, puisque je vais être indisponible pour une petite semaine. Donc je pense que il y aura pas de live, je sais pas, je dirais... En fait j'ai envie de dire jusqu'au mercredi prochain, sauf que mercredi prochain, dans une semaine, c'est le mercredi 31, donc c'est le jour d'Halloween. Donc je sais pas si j'aurai quelque chose de prévu, ou si
c'est très judicieux même de faire un live le soir d'Halloween, parce que bon, je risque fortement de me retrouver tout seul en live, donc j'ai déjà fait l'expérience, c'est pas forcément très agréable de se retrouver 2-3 heures tout seul en live, donc je me tâte à faire un live le 31 octobre. Après, à contrario, je me dis, ça peut être cool, ça peut être justement l'alternative aux gens qui n'ont pas la chance ou pas l'envie de fêter Halloween. Et puis, bah voilà, on se retrouve entre nous le soir d'Halloween pour un live de lecture habituel. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez une préférence. En tout cas, je reviendrai soit le mercredi 31, soit le jeudi 1er novembre du coup. Ça, c'est une certitude, je pense. Et puis voilà quoi, je pense que je vous ai tout dit à vrai dire. Petite pause d'une semaine qui va me faire assez de bien, je vous l'avoue, dans le sens où je commence à vraiment prendre cher avec les changements de température et les changements de temps constants. Franchement, je crois que je l'ai déjà dit lors d'un live il y a pas longtemps, mais cette année plus que les autres, et puis même depuis 2-3 années, mais cette année vraiment violemment, je trouve que on ressent très fort à quel point l'homme a détruit la planète. Yeah! Parce que vraiment le climat fait n'importe quoi, enfin c'est terrible. Et là je suis en train d'attraper une crève monumentale à force de passer de 27 à 13 toutes les nuits, tous les jours, enfin bon bref. Un délire. Un délire, un délire. J'aimerais presque annuler pour voir le live, mais non, n'importe quoi, Nanu Manga, surtout si c'est ton anniversaire. N'importe quoi. Mon anniversaire se termine à 21h, donc c'est bon. Ah bah voilà, tu pourras venir après ton anniversaire, c'est parfait. Oh! Ah d'accord, petit poulpe, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Bon, j'espère que ça te dérange pas, mais j'explicite pour les gens qui nous suivraient éventuellement sur YouTube et qui ne comprendraient pas à quoi je réagis. Petit poulpe qui nous fait dire qu'elle n'a pas l'habitude du froid car elle vient de Guyane et qu'elle a déménagé de l'Amérique du Sud à la France. Ça doit être, ça doit être intéressant de parler avec toi de ce voyage, de ce déménagement. Mais ouais, ça doit être assez horrible j'avoue en termes de climat pour le coup. Moi si je pouvais, je déménagerais en Bretagne et je gagnerais déjà, à mon avis, un bon degré toute l'année, donc c'est cool déjà. Mais ouais, j'avoue que moi je suis un homme de forte chaleur. J'aime quand. En gros, pour vous dire, je crois que je l'ai déjà dit aussi en live. Enfin bon, bref, de toute manière, je ne fais que de me répéter, n'est-ce pas? Mais je crois que je l'ai déjà dit, mais ma température favorite, c'est 28 degrés. Donc à partir du moment où on se tape un hiver un peu rude, je suis vraiment pas bien. Enfin, Bulef. Et du coup, dernière petite précision, quand je reviendrai dans une semaine, j'espère reprendre la routine qu'on avait de cela quelques jours, quelques semaines, qui sera de faire un live de lecture un soir sur 3, un live de découverte un soir sur 3, et un gap, une pause d'un jour sur 3. Donc j'espère voilà reprendre les lives de découverte régulièrement, tous les 3 jours, en comment dire, coïncidemment, non pas coïncidemment, ça se dit pas, concomitamment avec les lives de lecture. Et du coup, vraisemblablement, on devrait partir sur les lives de découverte de l'univers League of Legends. Même si j'avoue que je me tâte encore énormément sur le format que je vais donner à ces lives de découverte. En fait, je sais pas si je fais très resserré sur la découverte des nouvelles qui sont écrites en rapport à l'univers League of Legends, ou si j'explicite ces nouvelles en leur donnant un peu de contexte, etc. pour les gens qui connaissent pas justement l'univers. Et en fait, je suis partagé parce que je me dis, quelqu'un qui connaît déjà l'univers, qui connaît déjà le jeu, il arrive sur la vidéo et je suis en train de faire un blabla sur le champion, sur le personnage. Il va être là, ouais bon, c'est bon, abrège, va à la nouvelle, je m'en fous de ton blabla. A contrario, quelqu'un qui connaît pas le jeu, il arrive, s'il a la nouvelle directe, j'ai peur qu'il comprenne pas tout. Donc je suis vraiment en train de me tâter. Juste avant le live, j'étais en train de me dire que peut-être la solution, c'était de faire la lecture de la biographie du champion, dans un premier temps en guise d'intro, entre guillemets, puis la lecture d'une nouvelle
consacré aux champions, etc. Et puis voilà, vous dire vite fait, en fait, faire un peu une comment dire, une phase de dialogue avec vous après la nouvelle peut-être, où on discuterait justement de ce que ça implique l'histoire sur le personnage, sur l'univers, vous expliquer peut-être plus précisément tel ou tel personnage à quelle faction, c'est pas vraiment faction, mais disons il y a des factions, il y a des groupes, il y a des groupuscules, il y a aussi des espèces différentes. Donc voilà, peut-être un peu plus vous expliciter ce genre de choses après la lecture de la nouvelle. Comme ça, les gens qui viennent juste pour la nouvelle, ils l'ont direct. Enfin bon, je sais pas. Je suis encore en train de me tâter, je vais voir comment je vais m'organiser là-dessus. J'ai encore une semaine pour y réfléchir, mais il faut que je le fasse très vite. Sur ce, c'est vrai qu'avec Fallen Angel et Petit Poulpe, du coup, on a des différences de température maximale là, sur ce live. Petit Poulpe qui vient de Guyane, où les températures les plus basses sont à 23, elle nous dit. Tandis que Fallen Angel, à Québec, avec des moins 45. Moins 45 en hiver. Sympa. Et du coup, oula, j'ai très peur parce que justement avec ces changements de température, il m'arrive de saigner du nez abondamment d'un seul coup. Et là, j'ai eu l'impression que c'était en train de venir. Faut pas que ça arrive en live, je m'étais fait la réflexion il y a de ça quelques jours. Si ça arrive en live, je suis vraiment dans la merde parce que grosso modo, vous allez me voir avec des mouchoirs dans le pif pendant 10 minutes. Et je risque de tacher mon pull, etc. Donc c'est pas terrible. J'espère que je commence pas à saigner du nez. Bon, je pense que non, parce que en général c'est hyper abondant, donc je l'aurais déjà vu. Bref. On va partir pour la lecture. Et, bah écoutez, on va vraiment faire une phase de lecture relativement courte, puisqu'on va lire La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, qui dure vraiment 10 pages pile. Donc je pense que dans 20 minutes, je reviens vers vous, dialoguer avec vous dans le chat. On fera une petite pause. Ensuite, on lira la seconde nouvelle de ce soir, à savoir Révélation magnétique. Et ensuite, ce sera l'outro du live et la fin du live, comme d'habitude. Voilou, vous savez tout. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Nanu Manga, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar. Que le cas extraordinaire de Monsieur Valdemar ait excité une discussion, il n'y a certes pas lieu de s'en étonner. C'eût été un miracle qu'il n'en fût pas ainsi, particulièrement dans de telles circonstances. Le désir de toutes les parties intéressées à tenir l'affaire secrète, au moins pour le présent ou en attendant l'opportunité d'une nouvelle investigation, et nos efforts pour y réussir, ont laissé place à un récit tronqué ou exagéré, qui s'est propagé dans le public, et qui, présentant l'affaire sous les couleurs les plus désagréablement fausses, est naturellement devenu la source d'un grand discrédit. Il est maintenant devenu nécessaire que je donne les faits, autant du moins que je les comprends moi-même. Succinctement les voici. Mon intention, dans ces 3 dernières années, avait été à plusieurs reprises attirée vers le magnétisme. Et il y a environ 9 mois, cette pensée frappa presque soudainement mon esprit que, dans la série des expériences faites jusqu'à présent, il y avait une très remarquable et très inexplicable lacune. Personne n'avait encore été magnétisé, in articulo mortis. Restait à savoir d'abord si dans un pareil état existait chez le patient une réceptibilité quelconque de l'influx magnétique. En second lieu, si dans le cas d'affirmative, elle était atténuée ou augmentée par la circonstance. Troisièmement, jusqu'à quel point et pour combien de temps les empiètements de la mort pouvaient être arrêtés par l'opération. Il y avait d'autres points à vérifier, mais ceux-ci excitaient le plus ma curiosité. Particulièrement le dernier, à cause du caractère immensément grave de ses conséquences. En cherchant autour de moi un sujet au moyen duquel je pusse éclairer ces points, je fus amené à jeter les yeux sur mon ami monsieur Ernest Valdemar, le compilateur bien connu de la Bibliotheca Forensica et auteur sous le pseudonyme d'Isaacar Marx des traductions polonaises de Wallenstein et de Gargantua. Monsieur Valdemar, qui résidait généralement à Harlem, New York, depuis l'année 1839, et ou était particulièrement remarquable par l'excessive maigreur de sa personne, ses membres inférieurs ressemblant beaucoup à ceux de John Randolph, et aussi par la blancheur de ses favoris qui faisait contraste avec sa chevelure noire que chacun prenait conséquemment pour une perruque.
Son tempérament était singulièrement nerveux et en faisait un excellent sujet pour les expériences magnétiques. Dans 2 ou 3 occasions, je l'avais amené à dormir sans grande difficulté, mais je fus désappointé quant aux autres résultats que sa constitution particulière m'avait naturellement fait espérer. Sa volonté n'était jamais positivement ni entièrement soumise à mon influence, et relativement à la clairvoyance, je ne réussis à faire avec lui rien sur quoi l'on pût faire fond. J'avais toujours attribué mon insuccès sur ces points au dérangement de sa santé. Quelques mois avant l'époque où je fis sa connaissance, les médecins l'avaient déclaré atteint d'une phtisie bien caractérisée. C'était à vrai dire sa coutume de parler de sa fin prochaine avec beaucoup de sang-froid, comme d'une chose qui ne pouvait être ni évitée ni regrettée. Quand ces idées, que j'exprimais tout à l'heure, me vinrent pour la première fois, il était très naturel que je pensasse à M. Valdemar. Je connaissais trop bien la solide philosophie de l'homme pour redouter quelques scrupules de sa part, et il n'avait point de parents en Amérique qui puissent plausiblement intervenir. Je lui parlai franchement de la chose, et à ma grande surprise, il parut y prendre un intérêt très vif. Je dis à ma grande surprise, car, quoiqu'il eût toujours gracieusement livré sa personne à mes expériences, il n'avait jamais témoigné de sympathie pour mes études. Sa maladie était de celles qui admettent un calcul exact relativement à l'époque de leur dénouement, et il fut finalement convenu entre nous qu'il m'enverrait chercher 24 heures avant le terme marqué par les médecins pour sa mort. Il y a maintenant 7 mois passés que je reçus de M. Valdemar le billet suivant. Mon cher P, vous pouvez aussi bien venir maintenant. D et F s'accordent à dire que je n'irai pas demain au-delà de minuit, et je crois qu'ils ont calculé juste, ou bien un peu sans faux. Valdemar. Je recevais ce billet une demi-heure après qu'il m'ait été écrit, et en 15 minutes au plus, j'étais dans la chambre du mourant. Je ne l'avais pas vu depuis 10 jours, et je fus effrayé de la terrible altération que ce court intervalle avait produite en lui. Sa face était d'une couleur de plomb, les yeux étaient entièrement éteints, et l'amaigrissement était si remarquable que les pommettes avaient crevé la peau. L'expectoration était excessive, le pouls à peine sensible. Il conservait néanmoins d'une manière fort singulière toutes ses facultés spirituelles et une certaine quantité de force physique. Il parlait distinctement, prenait sans aide quelques drogues palliatives, et quand j'entrai dans la chambre, il était occupé à écrire quelques notes sur un agenda. Il était soutenu dans son lit par des oreillers. Les docteurs D et F lui donnaient leurs soins. Après avoir serré la main de Valdemar, je pris ses yeux à part et j'obtins un compte rendu minutieux de l'état du malade. Le poumon gauche était depuis 18 mois dans un état semi-osseux ou cartilagineux, et conséquemment tout à fait impropre à toute fonction vitale. Le droit, dans sa région supérieure, s'était aussi ossifié, sinon en totalité du moins partiellement, pendant que la partie inférieure n'était plus qu'une masse de tubercules purulents se pénétrant les uns les autres. Il existait plusieurs perforations profondes, et en un certain point il y avait adhérence permanente des côtes. Ces phénomènes du lobe droit étaient de date comparativement récente. L'ossification avait marché avec une rapidité très insolite. 1 mois auparavant, on n'en découvrait encore aucun symptôme, et l'adhérence n'avait été remarquée que dans ces 3 derniers jours. Indépendamment de la phtisie, on soupçonnait un anévrisme de l'aorte, mais sur ce point les symptômes d'ossification rendaient impossible tout diagnostic exact. L'opinion des 2 médecins était que M. Valdemar mourrait le lendemain, dimanche, vers minuit. Nous étions au samedi, et il était 7 heures du soir. En quittant le chevet du moribond pour causer avec moi, les docteurs D et F lui avaient dit un suprême adieu. Ils n'avaient pas l'intention de revenir, mais à ma requête, ils consentirent à venir voir le patient vers 10 heures de la nuit. Quand ils furent partis, je causai librement avec M. Valdemar de sa mort prochaine, et plus particulièrement de l'expérience que nous nous étions proposée. Il se montra toujours plein de bon vouloir, il témoigna même un vif désir de cette expérience, et me pressa de commencer tout de suite. 2 domestiques, un homme et une femme, étaient là pour donner leurs soins, mais je ne me sentis pas tout à fait libre de m'engager dans une tâche d'une telle gravité, sans autre témoignage plus rassurant que ceux que pourraient produire ces gens-là en cas d'accident soudain. Je renvoyai donc l'opération à 8 heures, quand l'arrivée d'un étudiant en médecine, avec lequel j'étais un peu lié, M. Théodore L., me tira définitivement d'embarras. Primitivement, j'avais résolu d'attendre les médecins. Mais je fus induit à commencer tout de suite, d'abord par les sollicitations de M. Valdemar, en second lieu par la conviction que je n'avais pas un instant à perdre, car il s'en allait évidemment. M. L. fut assez bon pour accéder au désir que j'exprimais qu'il prit des notes de tout ce qui surviendrait, et c'est d'après son procès-verbal que je décalque pour ainsi dire mon récit. Quand je n'ai pas condensé, j'ai copié mot pour mot.
Il était environ 8h moins 5, quand, prenant la main du patient, je le priai de confirmer à monsieur L, aussi distinctement qu'il le pourrait, que c'était son formel désir, à lui, Valdemar, que je fisse une expérience magnétique sur lui, dans de telles conditions. Il répliqua faiblement, mais très distinctement. Oui, je désire être magnétisé, ajoutant immédiatement après, je crains bien que vous n'ayez différé trop longtemps. Pendant qu'il parlait, j'avais commencé les passes que j'avais déjà reconnues les plus efficaces pour l'endormir. Il fut évidemment influencé par le premier mouvement de ma main qui traversa son front, mais quoique je déployasse toute ma puissance, aucun autre effet sensible ne se manifesta jusqu'à 10h10 quand les médecins D et F arrivèrent au rendez-vous. Je leur expliquai en peu de mots mon dessein, et comme ils n'y faisaient aucune objection, disant que le patient était déjà dans sa période d'agonie, je continuai sans hésitation, changeant toutefois les passes latérales en passes longitudinales, et concentrant tout mon regard juste dans l'œil du moribond. Pendant ce temps, son pouls devint imperceptible, et sa respiration obstruée et marquant un intervalle d'une demi-minute. Cet état dura un quart d'heure, presque sans changement. À l'expiration de cette période, néanmoins, un soupir naturel, quoique horriblement profond, s'échappa du sein du moribond et la respiration ronflante cessa, c'est-à-dire que son ronflement ne fut plus sensible. Les intervalles n'étaient pas diminués. Les extrémités du patient étaient d'un froid de glace. À 11h moins 5, j'aperçus des symptômes non équivoques de l'influence magnétique. Le vacillement vitreux de l'œil s'était changé en cette expression pénible de regard en dedans, qui ne se voit jamais que dans les cas de somnambulisme, et à laquelle il est impossible de se méprendre. Avec quelques passes latérales rapides, je fis palpiter les paupières, comme quand le sommeil nous prend, et en insistant un peu, je les fermai tout à fait. Ce n'était pas assez pour moi, et je continuai mes exercices vigoureusement et avec la plus intense projection de volonté, jusqu'à ce que j'eusse complètement paralysé les membres du dormeur, après les avoir placés dans une position en apparence commode. Les jambes étaient tout à fait allongées, les bras à peu près étendus, et reposant sur le lit à une distance médiocre des reins. La tête était très légèrement élevée. Quand j'eus fait tout cela, il était minuit sonné, et je priai ces messieurs d'examiner la situation de monsieur Valdemar. Après quelques expériences, ils reconnurent qu'il était dans un état de catalepsie magnétique extraordinairement parfaite. La curiosité des deux médecins était grandement excitée. Le docteur D résolut tout à coup de passer toute la nuit auprès du patient, pendant que le docteur F prit congé de nous en promettant de revenir au petit jour. Monsieur L et les gardes-malades restèrent. Nous laissâmes monsieur Valdemar absolument tranquille jusqu'à 3h du matin, alors je m'approchai de lui et le trouvai exactement dans le même état que quand le docteur F était parti. C'est-à-dire qu'il était étendu dans la même position, que le pouls était imperceptible, la respiration douce, à peine sensible, excepté par l'application d'un miroir aux lèvres, les yeux fermés naturellement, et les membres aussi rigides et aussi froids que du marbre. Toutefois, l'apparence générale n'était certainement pas celle de la mort. En approchant de M. Valdemar, je fis une espèce de demi-effort pour déterminer son bras droit à suivre le mien dans les mouvements que je décrivais doucement çà et là au-dessus de sa personne. Autrefois, quand j'avais tenté ces expériences avec le patient, elles n'avaient jamais pleinement réussi, et assurément je n'espérais guère mieux réussir cette fois. Mais, à mon grand étonnement, son bras suivit très doucement, quoique les indiquant faiblement toutes les directions que le mien lui assigna. Je me déterminai à essayer quelques mots de conversation. « Monsieur Valdemar, dis-je, dormez-vous » Il ne répondit pas, mais j'aperçus un tremblement sur ses lèvres, et je fus obligé de répéter ma question une seconde et une troisième fois. À la troisième, tout son être fut agité d'un léger frémissement, les paupières se soulevèrent d'elles-mêmes comme pour dévoiler une ligne blanche du globe. Les lèvres remuèrent paresseusement, et laissèrent échapper ces mots dans un murmure à peine intelligible. « Oui, je dors maintenant. Ne m'éveillez pas. Laissez-moi mourir ainsi. » Je tâtai les membres et les trouvai toujours aussi rigides. Le bras droit, comme tout à l'heure, obéissait à la direction de ma main. Je questionnai de nouveau le somnambule. « Vous sentez-vous toujours mal à la poitrine, monsieur Valdemar ?» La réponse ne fut pas immédiate. Elle fut encore moins accentuée que la première. « Mal? Non. Je meurs. » Je ne jugeai pas convenable de le tourmenter davantage pour le moment, et il ne se fit rien de nouveau jusqu'à l'arrivée du docteur F, qui précéda un peu le lever du soleil, et éprouva un étonnement sans bornes en trouvant le patient encore vivant. Après avoir tâté le pouls du somnambule, et lui avoir appliqué un miroir sur les lèvres, il me pria de lui parler encore. « Monsieur Valdemar, dormez-vous toujours »
Comme précédemment, quelques minutes s'écoulèrent avant la réponse, et durant l'intervalle, le moribond sembla rallier toute son énergie pour parler. À ma question répétée pour la 4e fois, il répondit très faiblement, presque inintelligiblement. « Oui, toujours. Je dors. Je meurs. » C'était alors l'opinion, ou plutôt le désir des médecins, qu'on permit à M. Valdemar de rester sans être troublé dans cet état actuel de calme apparent, jusqu'à ce que la mort survînt. Et cela devait avoir lieu, on fut unanime là-dessus, dans un délai de 5 minutes. Je résolus cependant de lui parler encore une fois, et je répétai simplement ma question précédente. Pendant que je parlais, il se fit un changement marqué dans la physionomie du somnambule. Les yeux roulèrent dans leurs orbites, lentement découverts par les paupières qui remontaient. La peau prit un ton général cadavéreux, ressemblant moins à du parchemin qu'à du papier blanc, et les 2 taches hectiques circulaires qui jusque-là étaient vigoureusement fixées dans le centre de chaque joue, s'éteignirent tout d'un coup. Je me sers de cette expression parce que la soudaineté de leur disparition me fait penser à une bougie soufflée plutôt qu'à toute autre chose. La lèvre supérieure, en même temps, se tordit en remontant au-dessus des dents que tout à l'heure elle couvrait entièrement, pendant que la mâchoire inférieure tombait avec une saccade qui put être entendue, laissant la bouche toute grande ouverte et découvrant en plein la langue noire et boursouflée. Je présume que tous les témoins étaient familiarisés avec les horreurs d'un lit de mort, mais l'aspect de M. Valdemar en ce moment était tellement hideux au-delà de toute conception, que ce fut une reculade générale loin de la région du lit. Je sens maintenant que je suis arrivé à un point de mon récit où le lecteur révolté me refusera toute croyance. Cependant, mon devoir est de continuer. Il n'y avait plus dans M. Valdemar le plus faible symptôme de vitalité, et concluant qu'il était mort, nous le laissions aux soins des gardes-malades quand un fort mouvement de vibration se manifesta dans la langue. Cela dura pendant 1 minute peut-être. À l'expiration de cette période, des mâchoires distendues et immobiles jaillit une voix telle que ce serait folie d'essayer de la décrire. Il y a cependant 2 ou 3 épithètes qui pourraient lui être appliquées comme des à peu près. Ainsi je puis dire que le son était âpre, déchiré, caverneux. Mais le hideux total n'est pas définissable, par la raison que de pareils sons n'ont jamais hurlé dans l'oreille de l'humanité. Il y avait cependant 2 particularités qui, je le pensais alors et je le pense encore, peuvent être justement prises comme caractéristiques de l'intonation, et qui sont propres à donner quelque idée de son étrangeté extraterrestre. En premier lieu, la voix semblait parvenir à nos oreilles, aux miennes du moins, comme d'une très lointaine distance ou de quelque abîme souterrain. En second lieu, elle m'impressionna, je crains en vérité qu'il ne me soit impossible de me faire comprendre, de la même manière que les matières glutineuses ou gélatineuses affectent le sens du toucher. J'ai parlé à la fois de son et de voix. Je veux dire que le son était d'une syllabisation distincte et même terriblement, effroyablement distincte. M. Valdemar parlait, évidemment pour répondre à la question que je lui avais adressée quelques minutes auparavant. Je lui avais demandé, on s'en souvient, s'il dormait toujours. Il disait maintenant « Oui, non, j'ai dormi et maintenant je suis mort. » Aucune des personnes présentes n'essaya de nier, ni même de réprimer l'indescriptible. La frissonnante horreur que ces quelques mots ainsi prononcés étaient si bien faits pour créer. Monsieur L, l'étudiant, s'évanouit. Les gardes-malades s'enfuirent immédiatement de la chambre, et il fut impossible de les y ramener. Quant à mes propres impressions, je ne prétends pas les rendre intelligibles pour le lecteur. Pendant près d'1 heure, nous nous occupâmes en silence. Pas un mot ne fut prononcé à rappeler Monsieur L à la vie. Quand il fut revenu à lui, nous reprîmes nos investigations sur l'état de M. Valdemar. Il était resté à tous égards tel que je l'ai décrit en dernier lieu, à l'exception que le miroir ne donnait plus aucun vestige de respiration. Une tentative de saigner au bras resta sans succès. Je dois mentionner aussi que ce membre n'était plus soumis à ma volonté. Je m'efforçais en vain de lui faire suivre la direction de ma main. La seule indication réelle de l'influence magnétique se manifestait maintenant dans le mouvement vibratoire de la langue. Chaque fois que j'adressais une question à M. Valdemar, il semblait qu'il fît un effort pour répondre, mais que sa volition ne fut pas suffisamment durable. Aux questions faites par une autre personne que moi, il paraissait absolument insensible, quoique j'eusse tenté de mettre chaque membre de la société en rapport magnétique avec lui. Je crois que j'ai maintenant relaté tout ce qui est nécessaire pour faire comprendre l'état du somnambule dans cette période. Nous nous procurâmes d'autres infirmiers, et à 10 heures je sortis de la maison en compagnie des 2 médecins et de M. L. Dans l'après-midi, nous revînmes tous voir le patient. Son état était absolument le même.
Nous eûmes alors une discussion sur l'opportunité et la possibilité de l'éveiller, mais nous fûmes bientôt d'accord en ceci qu'il n'en pouvait résulter aucune utilité. Il était évident que jusque-là la mort, ou ce qu'on définit habituellement par le mot mort, avait été arrêtée par l'opération magnétique. Il nous semblait clair à tous qu'éveiller M. Valdemar c'eût été simplement assurer sa minute suprême, ou au moins accélérer sa désorganisation. Depuis lors, jusqu'à la fin de la semaine dernière, un intervalle de 7 mois à peu près, nous nous réunîmes journalement dans la maison de M. Valdemar, accompagnés de médecins et d'autres amis. Pendant tout ce temps, le somnambule resta exactement tel que je l'ai décrit. La surveillance des infirmiers était continuelle. Ce fut vendredi dernier que nous résolûmes finalement de faire l'expérience du réveil, ou du moins d'essayer de l'éveiller. Et c'est le résultat déplorable peut-être de cette dernière tentative qui a donné naissance à tant de discussions dans les cercles privés, à tant de bruits dans lesquels je ne puis m'empêcher de voir le résultat d'une crédulité populaire injustifiable. Pour arracher M. Valdemar à la catalepsie magnétique, je fis usage des passes accoutumées. Pendant quelque temps, elles furent sans résultat. Le premier symptôme de retour à la vie fut un abaissement partiel de l'iris. Nous observâmes comme un fait très remarquable que cette descente de l'iris était accompagnée du flux très abondant d'une liqueur jaunâtre de dessous les paupières, d'une odeur âcre et fortement désagréable. On me suggéra alors d'essayer d'influencer le bras du patient comme par le passé. J'essayai. Je ne pus. Le docteur F exprima le désir que je lui adressasse une question. Je le fis de la manière suivante. Monsieur Valdemar, pouvez-vous nous expliquer quelles sont maintenant vos sensations ou vos désirs? Il y eut un retour immédiat des cercles hectiques sur les joues. La langue trembla, ou plutôt roula violemment dans la bouche, quoique les mâchoires et les lèvres demeurassent toujours immobiles. Et à la longue, la même horrible voix que j'ai décrite fit éruption. Pour l'amour de Dieu! Vite! Vite, faites-moi dormir! Ou bien vite, éveillez-moi, vite! Je vous dis que je suis mort! J'étais totalement énervé, et pendant une minute, je restais indécis sur ce que j'avais à faire. Je fis d'abord un effort pour calmer le patient, mais cette totale vacance de ma volonté ne me permettant pas d'y réussir, je fis l'inverse, et m'efforçai aussi vivement que possible de le réveiller. Je vis bientôt que cette tentative aurait un plein succès, ou du moins je me figurais bientôt que mon succès serait complet, et je suis sûr que chacun dans la chambre s'attendait au réveil du somnambule. Quant à ce qui arriva en réalité, aucun être humain n'aurait jamais pu s'y attendre. C'est au-delà de toute possibilité. Comme je faisais rapidement les passes magnétiques à travers les cris de « Mort! Mort !» qui faisaient littéralement explosion sur la langue et non sur les lèvres du sujet, tout son corps, d'un seul coup, dans l'espace d'une minute et même moins, se déroba, s'émietta, se pourrit absolument sous mes mains. Sur le lit, devant tous les témoins, gisait une masse dégoûtante et quasi liquide, une abominable putréfaction. Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. La fin de la vérité sur le cas de M. Valdemar. Nous allons passer à présent à la pause. Et du coup, je reviens vers vous dans le chat. Je vais un peu dialoguer avec vous durant cette pause avant de prendre la deuxième nouvelle de ce soir. Et du coup, je vois qu'on a des nouveaux arrivants. Enfin, un nouveau arrivant ou une nouvelle arrivante. En tout cas, bonsoir Matrené. Dis-moi si tu veux que je prononce ton pseudo d'une manière spécifique. En tout cas, bonsoir Matrené. Bienvenue sur ces lives. J'espère que ça te plaira. Merci pour le follow. Et je vais lire un petit peu ce que vous avez dit pendant la lecture. J'ai des sensations très bizarres après la lecture de cette nouvelle. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé en vrai. Et bonsoir Jumpy qui nous a rejoint également. T'es arrivé en retard mais t'as pas loupé grand chose. Je pense que t'as loupé 2-3 pages de ce que j'ai vu. Parce que je vois quand même quand vous arrivez dans le chat à peu près. Et du coup j'espère que tu vas bien. Tikadou. Je suis en train de lire, hein, désolé. Je reprends la parole le plus vite possible. J'ai l'impression que je vous ai encore fait sursauter. Les amis, désolé. Mais perso,
je me sens chelou. Enfin, genre, je la trouve trop bizarre cette nouvelle et je l'aime beaucoup. Je m'attendais pas du tout à trouver ce type de nouvelle dans Histoire extraordinaire. Euh, je trouve ça super bien. Enfin, perso, je l'ai beaucoup apprécié et je pense qu'elle entre elle aussi dans mon top des nouvelles préférées d'Edgar Allan Poe. Waouh. Enfin, je sais pas ce que vous en avez trouvé, mais moi je l'ai trouvé vraiment super. Et en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est encore une fois, je pense que c'est une chose qu'il faut faire beaucoup pour Edgar Allan Poe ou pour d'autres auteurs comme Jules Verne par exemple, c'est qu'il faut se remettre dans leur contexte. Il faut se remettre dans le contexte de leur époque. Donc Edgar Allan Poe, c'est 19e siècle, je dis pas de conneries, hein. Ouais, c'est 19e siècle, c'est dans les années 1800. Donc voilà, c'est 19e siècle. Et du coup, à l'époque, en fait, tous les sujets qui sont les sujets principaux de ces nouvelles sont des choses pas encore hyper poussées, sont des choses qu'on vient de découvrir ou qui sont un peu obscures pour la plupart des gens, que ce soit en termes de science ou en termes de découverte purement et simplement. Et donc là, je pense que encore une fois, il y a eu cette expérience. Du coup, je suppose que à l'époque, ce délire de magnétisme, ce délire d'hypnose, hein, c'est mettre en état d'hypnose quelque part ce qu'il vient de faire. Je pense que ça devait être quelque chose de très très mystique, très très mystérieux. Enfin ouais, mystérieux plutôt que mystique d'ailleurs. Et je pense que ça devait faire tiquer beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens devaient en avoir peur et que beaucoup de gens devaient trouver ça hyper intéressant. Et ouais, et c'est ça qui est bien, c'est que là c'est mélangé à autre chose du coup, c'est que ça finit limite, justement, Nanu Manga nous dit, je pense que ce mec décédé était possédé. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup ça vrille un petit peu vers la possession, vers ce genre de choses. Enfin, et pourtant, je pense pas que ça soit de la possession à proprement parler, dans le sens où il y a rien dans le texte qui nous laisse entendre qu'il s'agit d'une possession d'un démon ou quoi que ce soit, et qu'on essaie de l'enlever entre guillemets. C'est juste une extrapolation, une théorie, une hypothèse de l'auteur sur ce qui pourrait peut-être arriver si on hypnotisait quelqu'un qui va bientôt mourir. Et enfin ouais, je sais pas, je trouve que déjà l'idée de la nouvelle est purement géniale, elle est super bien trouvée, je trouve. Elle est super originale. Et la manière dont c'est foutu, je trouve ça super cool. Enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Ça arrive limite à limite à de l'horreur gore chelou. Enfin, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment cool. Franchement, j'ai bien kiffé cette nouvelle. Alors, Matrené, je suis arrivé tard et j'ai compris la fin, mais sans le contexte. Ah bah écoute Matrené, si tu veux rattraper ta lecture, je mettrai la rediffusion de ce live dans 2 jours sur la chaîne YouTube. Et j'espère qu'elle t'aura plu malgré que tu ne l'aies pas autant vu que ça. Enfin, autant écouté que ça. Mais ouais, j'ai vraiment bien kiffé. Franchement, je la trouve hyper originale et hyper bien trouvée en fait, cette idée de mettre en hypnose quelqu'un qui va mourir. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper intéressant et ça n'a aucun rapport. Ça a des rapports très lointains, mais ça me fait un peu penser au roman Les Thanatonautes de Bernard Werber, qui est l'un de mes romans favoris et que j'ai beaucoup kiffé. Et c'est vrai que tout ce qui est... En fait, j'ai envie de dire paranormal parce que c'est des choses voilà, qui sont un peu exceptionnelles, quoi. Et du coup, tout ce qui est expérience de... comment on appelle ça? Expérience imminente. Je sais plus comment c'est. Expérience de mort imminente? Ou expérience imminente de mort? Enfin, je sais plus. Enfin, bon, bref. Vous savez, les gens qui sont morts cliniquement parlant, mais qui en fait reviennent à la vie, entre guillemets, et racontent ce qu'ils ont vu après la mort, etc. Tout ce genre de choses, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, enfin, je trouve ça hyper intéressant, tout ce délire et toutes ces affabulations possibles sur qu'est-ce qu'il y a après la mort et comment voir ce qu'il y a après la mort. Enfin, je trouve ça vachement bien trouvé. Et j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup kiffé cette nouvelle. Et d'ailleurs, je me suis fait piéger par les mots, parce que du coup,
avec le mot magnétique, je pensais qu'on allait parler de choses un peu scientifiques. Je pensais qu'on allait parler de choses un petit peu physiques plutôt. Physique dans le sens scientifique du terme, vous avez compris. Et au final, pas du tout. C'est magnétique comme avoir un regard magnétique, le magnétisme. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc c'est grave cool. Apparemment, vous avez l'air tous d'avoir trouvé ça bizarre, mais d'avoir apprécié. Donc je pense que c'est une bonne chose. Au moins, c'est cool parce que c'est une nouvelle qui laisse pas indifférent, quoi. C'est assez cool. Expérience de mort imminente. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. EMI. Et du coup, oui. En effet, Matrenet, je ne peux lire que ce qui est du domaine public. Et Stephen King, malheureusement, ce n'est pas dans le domaine public. Donc je ne vais pas pouvoir effectuer de lecture de Stephen King en live. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire de faire un live spécial pour Halloween, mais j'avoue que j'ai pas d'idée. Hein. J'avoue que j'aurais dû y réfléchir, mais là, c'est... Et en plus, c'est dans une semaine, donc j'avoue que j'aurais pas méga le temps. Là, je suis bien chargé cette semaine déjà. Limite, la lecture de ce soir aurait été bien pour Halloween, parce que là, il y a un petit truc horrifique, quoi. Mais ouais, je vous avoue, les amis, que désolé, mais je pense qu'il y aura rien de spécial pour Halloween. Et du coup, merci Nalu Manga pour ton 1 bit, ça fait plaisir. Et du coup, au final, le live aura duré plus longtemps que ce que je croyais, puisque on en est qu'à la pause et on est à 52 minutes. On va lire la seconde nouvelle de ce soir, qui fait une grosse dizaine de pages, ça va aller très vite. C'est pas con. À voir. Jumpy qui nous propose comme prochaine lecture les contes des frères Grimm. C'est pas con du tout, ça. C'est pas con du tout, et c'est des textes qui m'intéressent vachement. Je les ai déjà lus, je les kiffe. C'est vraiment pas con. Ça irait bien dans la lignée des textes que j'ai déjà fait et dans la littérature que j'apprécie. C'est vraiment pas con, Jumpy. Je vais l'ajouter à la liste de lectures potentielles, même si j'avoue que les contes des frères Grimm, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est un peu compliqué de trouver un recueil qui les réunit, entre guillemets. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est souvent des trucs qui étaient un peu plus oral. C'était des textes qui étaient partagés à l'oralité. Non, je dis n'importe quoi. Mais bon, bref. En tout cas, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après, je me dis, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui fausse mes souvenirs, mais dans ma tête, les souvenirs que j'ai des contes de Grimm ou des contes d'Andersen ou de Perrault, c'est qu'ils sont très courts, donc je sais pas si on arriverait à faire vraiment des lives dessus. Je sais pas si le format se prêterait beaucoup au live. Je vais réfléchir à la question parce que c'est vraiment pas une idée Je vais réfléchir à la question parce que c'est vraiment pas une idée déconnante. Au contraire, très bonne idée, très bien vu, Jumpy. Je vais peut-être me renseigner là-dessus. Il y a peut-être moyen de faire un truc un jour. Et du coup, bonsoir Luna Neptuna, bienvenue. Merci de nous rejoindre encore ce soir, ça fait plaisir. On n'aurait pas dû faire Dracula dans les débuts de la chaîne, on aurait dû le garder pour maintenant. J'avoue. Je me suis déjà posé la question de est-ce que je referais éventuellement des lectures que j'avais déjà faites par le passé. Mais bon, c'est un peu dommage. Je sais pas, peut-être un jour. Et du coup, Fallen Angel qui nous met au courant qu'il y a un monsieur sur YouTube qui lit beaucoup de Stephen King et dont la chaîne s'appelle Ma bibliothèque en livre audio. D'accord. Bah c'est cool. Merci pour l'info. Et Dracula again. Bah je sais pas, je trouve ça bizarre de relire 2 fois un texte à voix haute. Enfin ouais, je sais pas. Peut-être un jour, je ne sais pas. Désolé, hein, je suis en train de lire. Ceux qui sont sur YouTube, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de lire le chat en même temps. J'ai une conversation téléphonique à propos de Théo avec les gens de ma licence, notre héros. Mais n'importe quoi, petit poulpe, faut arrêter, hein. Faut arrêter, là, vous allez me faire rougir.
En tout cas, c'est très gentil. Et bonsoir Tran qui nous rejoint également. Bonsoir Tran, bienvenue. Oh, Tran qui a Twitch Prime maintenant. Monsieur Tran. Monsieur. Et du coup, écoutez, je pense qu'on va se lancer dans la lecture sans plus attendre. Bonsoir Redskins. Décidément, il y a plein de gens qui arrivent. Bonsoir Redskins, bienvenue. Et écoutez, je pense qu'on va commencer la lecture. La prochaine nouvelle qui s'appelle Révélation magnétique. Donc, je pense, comme c'est très souvent le cas, Charles Baudelaire a souvent réuni les nouvelles par thème dans Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Donc je pense que vous vous doutez bien que, encore une fois, ça va pas être le magnétisme en sens physique, en sens scientifique, mais le magnétisme en mode ouh, ça fait genre que je me fous de la gueule des gens, alors qu'en fait je trouve ça hyper intéressant l'hypnose. Donc bref, regardez des vidéos de, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Kevin Finel, et il explique très bien ce qu'est l'hypnose, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin bon, bref, je suis assez fasciné par tout ce qui est ce genre de phénomène, ou bien intéressez-vous à l'œuvre de Tom DeLonge, l'ancien guitariste-chanteur de Blink, le chanteur-guitariste de Angels and Airwaves, qui aborde un peu ce genre de sujet dans son projet The Dreamwalker avec Poet Anderson, et dont il y a une Funko Pop juste ici. Enfin bref. Et du coup, oui, Redskins et Pythagore. Bonsoir Pita. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir, les frangins. J'espère que vous allez bien. Il y a même des opérations des yeux sous hypnose uniquement. Punaise, c'est ouf. Je savais qu'il y avait des opérations sous hypnose qui se faisaient de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste encore à notre époque difficile à croire, entre guillemets, je trouve. Enfin, comment dire. Ça reste encore du domaine de l'incroyable quand on reçoit ce genre d'informations, je trouve. Et sur ce, je pense qu'on est parti. On est parti pour la seconde nouvelle de ce soir. Ça doit être la genre... ça doit être la 10e du recueil, non. Non, c'est pas ça. Ça doit être la 9e du recueil. Ah non, c'est la 10e. Ah bah non. Attendez. La 9e. C'est la 9e du recueil, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est pas important du tout. Du coup, on est parti pour cette lecture. Ça sera, comme je vous le disais plus tôt, la dernière lecture, la dernière nouvelle avant une petite semaine. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour lire les 4 nouvelles restantes. D'ailleurs, je ne sais toujours pas avec quoi on va enchaîner. Donc si vous avez des propositions ou des préférences, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Parce que sur le Discord, dans le salon club de lecture, si vous remontez un peu la discussion, normalement vous allez trouver un sondage qui va vous permettre de voter pour les lectures que vous voudriez voir arriver le plus rapidement. Et puis moi je me focus là-dessus un maximum. En tout cas, je prends vos sondages comme guide pour savoir vers quoi je vais aller. Je suis pas forcément tête baissée vos choix, mais j'en prends compte. Bref, on est parti. Bonne écoute à tous, vous êtes énormément, je vais pas savoir dire à tout le monde. Non, il n'y a pas de sondage sur Twitter, Nanumanga, c'est forcément sur le Discord par contre. Du coup, bonne écoute à tous, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Nanumanga, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute Matrené, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Luna, bonne écoute Tran et Redskins, bonne écoute Petit Poulpe. Je pense avoir fait le tour. Bonne écoute à tous, bonne écoute à ceux qui nous regardent dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro de ce live. Révélation magnétique. Bien que les ténèbres du doute enveloppent encore toute la théorie positive du magnétisme, ces foudroyants effets sont maintenant presque universellement admis. Ceux qui doutent de ces effets sont de purs douteurs de profession, une impuissante et peu honorable caste.
Ce serait absolument perdre son temps aujourd'hui que de s'amuser à prouver que l'homme, par un pur exercice de sa volonté, peut impressionner suffisamment son semblable pour le jeter dans une condition anormale dont les phénomènes ressemblent littéralement à ceux de la mort, ou du moins leur ressemblent plus qu'aucun des phénomènes produits dans une condition normale connue. Que, tout le temps que dure cet état, la personne ainsi influencée n'emploie qu'avec effort et, conséquemment avec peu d'aptitude, les organes extérieurs des sens, et que néanmoins elle perçoit, avec une perspicacité singulièrement subtile et par un canal mystérieux, des objets situés au-delà de la portée des organes physiques. Que, de plus, ses facultés intellectuelles s'exaltent et se fortifient d'une manière prodigieuse, que ses sympathies avec la personne qui agit sur elle sont profondes, et que finalement, sa susceptibilité des impressions magnétiques croît en proportion de leur fréquence, en même temps que les phénomènes particuliers obtenus s'étendent et se prononcent davantage et dans la même proportion. Je dis qu'il serait superflu de démontrer ces faits divers, où est contenue la loi générale du magnétisme, et qui en sont les traits principaux. Je n'infligerai donc pas aujourd'hui à mes lecteurs une démonstration aussi parfaitement oiseuse. Mon dessein, quant à présent, est en vérité d'une toute autre nature. Je sens le besoin, en dépit de tout un monde de préjugés, de raconter, sans commentaire, mais dans tous ses détails, un très remarquable dialogue qui eut lieu entre un somnambule et moi. J'avais depuis longtemps l'habitude de magnétiser la personne en question, M. Van Kirk, et la susceptibilité vive, l'exaltation du sens magnétique s'était déjà manifestée. Pendant plusieurs mois, M. Van Kirk avait beaucoup souffert d'une phtisie avancée, dont les effets les plus cruels avaient été diminués par mes passes, et dans la nuit du mercredi 15 courant, je fus appelé à son chevet. Le malade souffrait des douleurs vives dans la région du cœur, et respirait avec une grande difficulté, ayant tous les symptômes ordinaires d'un asthme. Dans des spasmes semblables, il avait généralement trouvé un soulagement dans des applications de moutarde au centre nerveux, mais ce soir-là, il y avait eu recours en vain. Quand j'entrai dans sa chambre, il me salua d'un gracieux sourire, et quoiqu'il fût en proie à des douleurs physiques aiguës, il me parut absolument calme quant au moral. « Je vous ai envoyé chercher cette nuit. » Pardon, je change de voix. « Je vous ai envoyé chercher cette nuit, dit-il, non pas tant pour m'administrer un soulagement physique que pour me satisfaire relativement à de certaines impressions psychiques qui m'ont récemment causé beaucoup d'anxiété et de surprise. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai été sceptique jusqu'à présent sur le sujet de l'immortalité de l'âme. Je ne puis pas vous nier que, dans cette âme que j'allais niant, a toujours existé comme un demi-sentiment assez vague de sa propre existence. Mais ce demi-sentiment ne s'est jamais élevé à l'état de conviction. De tout cela, ma raison n'avait rien à faire. Tous mes efforts pour établir là-dessus une enquête logique n'ont abouti qu'à me laisser plus sceptique qu'auparavant. Je me suis avisé d'étudier Cousin, je l'ai étudié dans ses propres ouvrages, aussi bien que dans ses échos européens et américains. J'ai eu entre les mains, par exemple, le Charles Ellswood de M. Brownson. Je l'ai lu avec une profonde attention. Je l'ai trouvé logique d'un bout à l'autre, mais les portions qui ne sont pas de la pure logique sont malheureusement les arguments primordiaux du héros incrédule du livre. Dans ces résumés, il me parut évident que le raisonneur n'avait pas même réussi à se convaincre lui-même. La fin du livre a visiblement oublié le commencement, comme Trinculo son gouvernement. Bref, je ne fus pas longtemps à m'apercevoir que, si l'homme doit être intellectuellement convaincu de sa propre immortalité, il ne le sera jamais par les pures abstractions qui ont été si longtemps la manie des moralistes anglais, français et allemands. Les abstractions peuvent être un amusement et une gymnastique, mais elles ne prennent pas possession de l'esprit. Tant que nous serons sur cette terre, la philosophie, j'en suis persuadé, nous sommera toujours en vain de considérer les qualités comme des êtres. La volonté peut consentir, mais l'âme, mais l'intellect, jamais. Je répète donc que j'ai seulement senti à moitié, et que je n'ai jamais cru intellectuellement. Mais dernièrement, il y eut en moi un certain renforcement de sentiments, qui prit une intensité assez grande pour ressembler à un acquiescement de la raison, au point que je trouve fort difficile de distinguer entre les deux. Je crois avoir le droit d'attribuer simplement cet effet à l'influence magnétique. Je ne saurais expliquer ma pensée que par une hypothèse, à savoir que l'exaltation magnétique me rend apte à concevoir un système de raisonnement qui dans mon existence anormale me convainc, mais qui par une complète analogie avec le phénomène magnétique ne s'étend pas, excepté par son effet, jusqu'à mon existence normale. Dans l'état somnambulique, il y a simultanéité et contemporanéité entre le raisonnement et la conclusion, entre la cause et son effet. Dans mon état naturel, la cause s'évanouissant, l'effet seul subsiste, et encore peut-être fort affaibli. Ces considérations m'ont induit à penser que l'on pourrait tirer quelques bons résultats d'une série de questions bien dirigées, proposées à mon intelligence dans l'état magnétique.
Vous avez souvent observé la profonde connaissance de soi-même manifestée par le somnambule et la vaste science qu'il déploie sur tous les points relatifs à l'état magnétique. De cette connaissance de soi-même, on pourrait tirer des instructions suffisantes pour la rédaction rationnelle d'un catéchisme. Naturellement, je consentis à faire cette expérience. Quelques passes plongèrent M. Van Kirk dans le sommeil magnétique. Sa respiration devint immédiatement plus aisée, et il ne parut plus souffrir aucun malaise physique. La conversation suivante s'engagea. V dans le dialogue représentera le somnambule, et P, ce sera moi. Êtes-vous endormi? Oui. Non. Je voudrais bien dormir plus profondément. Après quelques nouvelles passes. Dormez-vous bien maintenant? Oui. Comment supposez-vous que finira votre maladie actuelle? Après une longue hésitation et parlant comme avec effort, j'en mourrai. Cette idée de mort vous afflige-t-elle? Avec vivacité. Non, non! Cette perspective vous réjouit-elle? Si j'étais éveillé, j'aimerais mourir. Mais maintenant, il n'y a pas lieu de le désirer. L'état magnétique est assez près de la mort pour me contenter. Je voudrais bien une explication un peu plus nette, monsieur Van Kirk. Je le voudrais bien aussi. Mais cela demande plus d'efforts que je ne me sens capable d'en faire. Vous ne me questionnez pas convenablement. Alors, que faut-il vous demander? Il faut que vous commenciez par le commencement. Le commencement? Mais où est-il le commencement? Vous savez bien que le commencement est Dieu. Ceci fut dit sur un ton bas, ondoyant, et avec tous les signes de la plus profonde vénération. Qu'est-ce que Dieu? Hésitant quelques minutes. Je ne puis pas le dire. Dieu n'est-il pas un esprit? Quand j'étais éveillé, je savais ce que vous entendiez par esprit. Et maintenant cela ne me semble plus qu'un mot, tel par exemple que vérité, beauté, une qualité enfin. Dieu n'est-il pas immatériel? Il n'y a pas d'immatérialité, c'est un simple mot. Ce qui n'est pas matière n'est pas, à moins que les qualités ne soient des êtres. Dieu est-il donc matériel? Non. Cette réponse m'abasourdit. Alors qu'est-il? Après une longue pause et en marmottant. Je le vois, mais c'est une chose très difficile à dire. Autre pause également longue. Il n'est pas esprit car il existe. Il n'est pas non plus matière comme vous l'entendez. Mais il y a des gradations de matière dont l'homme n'a aucune connaissance, la plus dense entraînant la plus subtile pénétrant la plus dense. L'atmosphère par exemple met en mouvement le principe électrique pendant que le principe électrique pénètre l'atmosphère. Les gradations de matière augmentent en raréfaction et en subtilité jusqu'à ce que nous arrivions à une matière imparticulée, sans molécules, indivisible, une. Et ici, la loi d'impulsion et de pénétration est modifiée. La matière suprême ou imparticulée non seulement pénètre les êtres, mais met tous les êtres en mouvement, et ainsi elle est tous les êtres en un qui est elle-même. Cette matière est Dieu. Ce que les hommes cherchent à personnifier dans le mot pensée, c'est la matière en mouvement. Les métaphysiciens maintiennent que toute action se réduit à mouvement et pensée, et que celle-ci est l'origine de celui-là. Oui, je vois maintenant la confusion d'idées. Le mouvement est l'action de l'esprit, non de la pensée. La matière imparticulée ou Dieu, à l'état de repos, est autant que nous pouvons le concevoir ce que les hommes appellent esprit. Et cette faculté d'automouvement, équivalente en effet à la volonté humaine, est dans la matière imparticulée le résultat de son unité et de son omnipotence. Comment? Je ne le sais pas, et maintenant je vois clairement que je ne le saurai jamais. Mais la matière imparticulée mise en mouvement par une loi ou une qualité contenue en elle est pesante. Ne pouvez-vous pas me donner une idée plus précise de ce que vous entendez par matière imparticulée? Les matières dont l'homme a connaissance échappent au sens à mesure que l'on monte l'échelle. Nous avons par exemple un métal, un morceau de bois, une goutte d'eau, l'atmosphère, un gaz, le calorique, l'électricité, l'éther lumineux. Maintenant nous appelons toutes ces choses matière et nous embrassons toute matière dans une définition générale, mais en dépit de tout ceci, il n'y a pas deux idées plus essentiellement distinctes que celles que nous attachons au métal et celles que nous attachons à l'éther lumineux. Si nous prenons ce dernier, nous sentons une presque irrésistible tentation de le classer avec l'esprit ou avec le néant. La seule considération qui nous retient est notre conception de sa constitution atomique,
Et encore, ici même, avons-nous besoin d'appeler à notre aide et de nous remémorer notre notion primitive de l'atome, c'est-à-dire de quelque chose possédant dans une infinie exiguïté la solidité, la tangibilité, la pesanteur. Supprimons l'idée de la constitution atomique, et il nous sera impossible de considérer l'éther comme une entité, ou au moins comme une matière. Faute d'un meilleur mot, nous pourrions l'appeler esprit. Maintenant, montons d'un degré au-delà de l'éther lumineux. Concevons une matière qui soit à l'éther quant à la raréfaction, ce que l'éther est au métal, et nous arrivons enfin, en dépit de tous les dogmes de l'école, à une masse unique, à une matière imparticulée. Car bien que nous puissions admettre une infinie petitesse dans les atomes eux-mêmes, supposer une infinie petitesse dans les espaces qui les séparent est une absurdité. Il y aura un point. Il y aura un degré de raréfaction où, si les atomes sont en nombre suffisant, les espaces s'évanouiront, et où la masse sera absolument une. Mais la considération de la constitution atomique étant maintenant mise de côté, la nature de cette masse glisse inévitablement dans notre conception de l'esprit. Il est clair, toutefois, qu'elle est tout aussi matière qu'auparavant. Le vrai est qu'il est aussi impossible de concevoir l'esprit que d'imaginer ce qui n'est pas. Quand nous nous flattons d'avoir enfin trouvé cette conception, nous avons simplement donné le change à notre intelligence par la considération de la matière infiniment raréfiée. Il me semble qu'il y a une insurmontable objection à cette idée de cohésion absolue, et c'est la très faible résistance subie par les corps célestes dans leur révolution à travers l'espace, résistance qui existe à un degré quelconque, cela est aujourd'hui démontré, mais à un degré si faible qu'elle a échappé à la sagacité de Newton lui-même. Nous savons que la résistance des corps est surtout en raison de leur densité. L'absolue cohésion est l'absolue densité. Là où il n'y a pas d'intervalle, il ne peut pas y avoir de passage. Un éther absolument dense constituerait un obstacle plus efficace à la marche d'une planète qu'un éther de diamant ou de fer. Vous m'avez fait cette objection avec une aisance qui est à peu près en raison de son apparente irréfutabilité. Une étoile marche, qu'importe que l'étoile passe à travers l'éther ou l'éther à travers elle. Il n'y a pas d'erreur astronomique plus inexplicable que celle qui concilie le retard reconnu des comètes avec l'idée de leur passage à travers l'éther. Car, quelque raréfié qu'on suppose de l'éther, il fera toujours obstacle à toute révolution sidérale, dans une période singulièrement plus courte que ne l'ont admis tous ces astronomes qui se sont appliqués à glisser sournoisement sur un point qu'ils jugeaient insoluble. Le retard réel est d'ailleurs à peu près égal à celui qui peut résulter du frottement de l'éther dans son passage incessant à travers l'astre. La force de retard est donc double, d'abord momentanée et complète en elle-même, et en second lieu, infiniment croissante. Mais dans tout cela, dans cette identification de la pure matière avec Dieu, n'y a-t-il rien d'irrespectueux? Je fus forcé de répéter cette question pour que le somnambule pût complètement saisir ma pensée. Pouvez-vous dire pourquoi la matière est moins respectée que l'esprit? Et vous oubliez que la matière dont je parle est, à tous égards et surtout relativement à ses hautes propriétés, la véritable intelligence ou esprit des écoles, et en même temps la matière de ces mêmes écoles. Dieu, avec tous les pouvoirs attribués à l'esprit, n'est que la perfection de la matière. Vous affirmez donc que la matière imparticulée en mouvement est pensée. En général, ce mouvement est la pensée universelle de l'esprit universel. Cette pensée crée. Toutes les choses créées ne sont que les pensées de Dieu. Vous dites en général. Oui, l'esprit universel est Dieu. Pour les nouvelles individualités, la matière est nécessaire. Mais vous parlez maintenant d'esprit et de matière comme les métaphysiciens. Oui, pour éviter la confusion. Quand je dis esprit, j'entends la matière en particulier, ou suprême. Sous le nom de matière, je comprends toutes les autres espèces. Vous disiez, pour les nouvelles individualités, la matière est nécessaire. Oui, car l'esprit existant incorporellement, c'est Dieu. Pour créer des êtres individuels pensants, il était nécessaire d'incarner les portions de l'esprit divin. C'est ainsi que l'homme est individualisé, dépouillé du vêtement corporel, il serait Dieu. Maintenant, le mouvement spécial des portions incarnées de la matière en particulier, c'est la pensée de l'homme, comme le mouvement de l'ensemble est celle de Dieu. Vous dites que, dépouillé de son corps, l'homme sera Dieu? Après quelques hésitations. Je n'ai pas pu dire cela. C'est une absurdité. Consultant ses notes. Vous avez affirmé que, dépouillé du vêtement corporel, l'homme serait Dieu. Et cela est vrai.
L'homme ainsi dégagé serait Dieu. Il serait désindividualisé, mais il ne peut être ainsi dépouillé, du moins il ne le sera jamais. Autrement, il nous faudrait concevoir une action de Dieu revenant sur lui-même, une action futile et sans but. L'homme est une créature, les créatures sont les pensées de Dieu, et c'est la nature d'une pensée d'être irrévocable. Je ne comprends pas. Vous dites que l'homme ne pourra jamais rejeter son corps. Je dis qu'il ne sera jamais sans corps. Expliquez-vous. Il y a deux corps, le rudimentaire et le complet, correspondant aux deux conditions de la chenille et du papillon. Ce que nous appelons mort n'est que la métamorphose douloureuse. Notre incarnation actuelle est progressive, préparatoire, temporaire. Notre incarnation future est parfaite, finale, immortelle. La vie finale est le but suprême. Mais nous avons une notion palpable de la métamorphose de la chenille. Nous, certainement, mais non la chenille. La matière dont notre corps rudimentaire est composé est à la portée des organes de ce même corps, ou plus distinctement, nos organes rudimentaires sont appropriés à la matière dont est fait le corps rudimentaire, mais non à celle dont le corps suprême est composé. Le corps ultérieur ou suprême échappe donc à nos sens rudimentaires, et nous percevons seulement la coquille qui tombe en dépérissant et se détache de la forme intérieure, et non la forme intime elle-même. Mais cette forme intérieure, aussi bien que la coquille, est appréciable pour ceux qui ont déjà opéré la conquête de la vie ultérieure. Vous avez dit souvent que l'état magnétique ressemblait singulièrement à la mort. Comment cela? Quand je dis qu'il ressemble à la mort, j'entends qu'il ressemble à la vie ultérieure, car, lorsque je suis magnétisé, les sens de ma vie rudimentaire sont en vacances, et je perçois les choses extérieures directement, sans organes, par un agent qui sera à mon service dans la vie ultérieure, ou inorganique. Inorganique? Oui. Les organes sont des mécanismes par lesquels l'individu est mis en rapport sensible avec certaines catégories et formes de la matière, à l'exclusion des autres catégories et des autres formes. Les organes de l'homme sont appropriés à sa condition rudimentaire et à elle seule. Sa condition ultérieure étant inorganique et propre à une compréhension infinie de toute chose, une seule exceptée, qui est la nature de la volonté de Dieu, c'est-à-dire le mouvement de la matière en particulier. Vous aurez une idée distincte du corps définitif en le concevant tout cervelle. Il n'est pas cela, mais une conception de cette nature vous rapprochera de l'idée de sa constitution réelle. Un corps lumineux communique une vibration à l'éther chargée de transmettre la lumière. Cette vibration en engendre de semblables dans la rétine, lesquels en communiquent de semblables au nerf optique. Le nerf les traduit au cerveau, et le cerveau à la matière en particulier qui le pénètre. Le mouvement de cette dernière est la pensée, et sa première vibration, c'était la perception. Tel est le mode par lequel l'esprit de la vie rudimentaire communique avec le monde extérieur, et ce monde extérieur est dans la vie rudimentaire limité par l'idiosyncrasie des organes. Mais dans la vie ultérieure, inorganique, le monde extérieur communique avec le corps entier, qui est d'une substance ayant quelque affinité avec le cerveau, comme je vous l'ai dit. Sans autres interventions que celle d'un éther infiniment plus subtil que l'éther lumineux, et le corps tout entier vibre à l'unisson avec cet éther et met en mouvement la matière en particulier dont il est pénétré. C'est donc à l'absence d'organes idiosyncrasiques qu'il faut attribuer la perception quasi illimitée de la vie ultérieure. Les organes sont des cages nécessaires où sont enfermés les êtres rudimentaires jusqu'à ce qu'ils soient garnis de toutes leurs plumes. Vous parlez d'êtres rudimentaires. Y a-t-il d'autres êtres rudimentaires pensants que l'homme? L'incalculable agglomération de matière subtile dans les nébuleuses, les planètes, les soleils et autres corps qui ne sont ni nébuleuses, ni soleils, ni planètes, a pour unique destination de servir d'aliment aux organes idiosyncrasiques d'une infinité d'êtres rudimentaires. Mais sans cette nécessité de la vie rudimentaire, acheminement à la vie définitive, de pareils mondes n'auraient pas existé. Chacun de ces mondes est occupé par une variété distincte de créatures organiques rudimentaires pensantes. Dans toutes, les organes varient avec les caractères généraux de l'habitacle. À la mort ou métamorphose, ces créatures, jouissant de la vie ultérieure, de l'immortalité, et connaissant tous les secrets excepté l'unique, opèrent tous leurs actes et se meuvent dans tous les sens par un pur effet de leur volonté. Elles habitent, non plus les étoiles qui nous paraissent les seuls mondes palpables, et pour la commodité desquels nous croyons stupidement que l'espace a été créé, mais l'espace lui-même, cet infini dont l'immensité véritablement substantielle absorbe les étoiles comme des ombres, et pour l'œil des anges les efface comme des non-entités. Vous dites que, sans la nécessité de la vie rudimentaire, les astres n'auraient pas été créés. Mais pourquoi cette nécessité?
Dans la vie inorganique, aussi bien que généralement dans la matière inorganique, il n'y a rien qui puisse contredire l'action d'une loi simple, unique, qui est la volition divine. La vie est la matière organique, complexe, substantielle et gouvernée par une loi multiple, ont été constituées dans le but de créer un empêchement. Mais encore, où était la nécessité de créer cet empêchement? Le résultat de la loi inviolée est perfection, justice, bonheur négatif. Le résultat de la loi violée est imperfection, injustice, douleur positive. Grâce aux empêchements apportés par le nombre, la complexité ou la substantialité des lois de la vie et de la matière organique, la violation de la loi devient jusqu'à un certain point praticable. Ainsi, la douleur, qui est impossible dans la vie inorganique, est possible dans l'organique. Mais en vue de quel résultat satisfaisant la possibilité de la douleur a-t-elle été créée? Toutes choses sont bonnes ou mauvaises par comparaison. Une suffisante analyse démontrera que le plaisir, dans tous les cas, n'est que le contraste de la peine. Le plaisir positif est une pure idée. Pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut que nous ayons souffert jusqu'au même point. Ne jamais souffrir serait équivalent à n'avoir jamais été heureux. Mais il est démontré que dans la vie inorganique, la peine ne peut pas exister. De là la nécessité de la peine dans la vie organique. La douleur de la vie primitive sur la terre est la seule base, la seule garantie du bonheur dans la vie ultérieure dans le ciel. Mais encore, il y a une de vos expressions que je ne puis absolument pas comprendre, l'immensité véritablement substantielle de l'infini. C'est probablement parce que vous n'avez pas une notion suffisamment générique de l'expression substance elle-même. Nous ne devons pas la considérer comme une qualité, mais comme un sentiment. C'est la perception dans les êtres pensants de l'appropriation de la matière à leur organisation. Il y a bien des choses sur la Terre qui seraient néant pour les habitants de Vénus, bien des choses visibles et tangibles dans Vénus dont nous sommes incompétents à apprécier l'existence. Mais pour les êtres inorganiques, pour les anges, la totalité de la matière en particulier est substance. C'est-à-dire que, pour eux, la totalité de ce que nous appelons espace est la plus véritable substantialité. Cependant, les astres, pris au point de vue matériel, échappent au sens angélique dans la même proportion que la matière en particulier, prise au point de vue immatériel, échappe au sens organique. Comme le somnambule d'une voix faible prononçait ces derniers mots, j'observai dans sa physionomie une singulière expression qui m'alarma un peu, et me décida à le réveiller immédiatement. Je ne l'eus pas plus tôt fait qu'il tomba en arrière sur son oreiller, et expira avec un brillant sourire qui illuminait tous ses traits. Je remarquai que moins d'une minute après son corps avait l'immuable rigidité de la pierre. Son front était d'un froid de glace. Tel sans doute je l'eusse trouvé après une longue pression de la main d'Azraël. Le somnambule, pendant la dernière partie de son discours, m'avait-il donc parlé du fond de la région des ombres? Et c'est la fin de cette nouvelle, la fin de Révélation magnétique. Ça sera donc également la fin de ce live. On va passer à l'outro. Je vais lire un petit peu ce que vous avez dit dans le chat pendant cette nouvelle. Alors là, je sais pas du tout ce que vous en aurez pensé. Vraiment, les deux nouvelles de ce soir sont très particulières, très différentes de ce qu'on a pu lire depuis toujours sur ma chaîne. C'est vraiment des textes très très différents même des premières nouvelles d'Histoire extraordinaire. Donc encore une fois, j'ai bien hâte de voir ce que vous en avez pensé de celle-ci. Tran. N'importe quoi. Mais genre, vous êtes trop gentil. Regardez-le bien rougir quand il lira tout ça. Bah ouais, vous me faites que des compliments. C'est trop gentil. Par contre, Matrené, est-ce que tu connais mes lives d'avant? Parce que ça fait plusieurs phrases que tu dis où j'ai l'impression que tu connais les lives depuis quelque temps, ou bien c'est peut-être juste une impression, mais donc n'hésite pas à me dire si c'est la première fois que tu me découvres ou si tu as déjà des connaissances de mes lives.
Et là, pour le coup, alors attendez, hein, je finis, j'ai bientôt fini de lire. Euh, Et du coup, petit poulpe dissident qui nous a quittés, bonsoir, merci d'être passé et bonne nuit à toi. Ça fait extrêmement plaisir que tu sois passé. Euh... euh, Punaise, c'est terrible parce que là, du coup, vous avez beaucoup parlé, ce qui est cool, mais du coup, je parle pas beaucoup sur le live, je suis juste en train de vous lire. Euh, Bon, voilà, je pense que j'ai tout lu. Et du coup, bah, j'ai pas de retour sur vos avis. Euh, Matrené, oui, j'ai suivi Peter Pan et Frankenstein. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est à toi que j'ai parlé peut-être alors plutôt bah, dans les commentaires YouTube. Je t'ai parlé dans la journée, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Désolé, j'ai une mauvaise mémoire des pseudos en plus. Surtout que là, je commence à avoir beaucoup de pseudos passés, donc j'ai un peu du mal. Euh, et du coup, ouais, j'ai eu, enfin, je sais pas, j'ai eu du mal entre guillemets à saisir complètement, à englober entièrement cette nouvelle, parce qu'elle parle de sujets très pointus. Mais le truc intéressant, c'est que j'ai l'impression que il y a une vraie, comment dire, on va dire qu'il y a une vraie théorie, parce que je trouve ça très facile dans une fiction. Je trouve ça très facile de balancer du bullshit et faire croire que c'est une théorie. Je trouve ça très facile de balancer des mots qui se suivent n'importe comment pour faire croire que c'est intelligent et pour faire croire que c'est une vraie théorie qui se tient. Alors que là, je trouve que c'est pas ce qui a été fait et du coup, je trouve ça encore plus intéressant. En fait, enfin, les deux nouvelles qu'on a lues sur l'hypnose entre guillemets, je trouve qu'elles sont hyper intéressantes et hyper différentes des idées générales qu'on a sur l'hypnose parce qu'elles sont pas du tout utilisées au même dessin qu'au dessin habituellement montré. Bon, déjà, l'hypnose à l'heure actuelle, c'est très souvent montré comme du spectacle. Et là, il y a vraiment un délire d'apprentissage, entre guillemets, vraiment un délire de l'utiliser pour en apprendre davantage sur la vie après la mort, entre guillemets, ou la proximité avec la mort. Et puis là, du coup, ouais, une sorte de préscience, bon, qui est totalement bizarre, mais une sorte d'omnipotence où d'un seul coup, quand on serait sous hypnose, on détiendrait la vérité de tout ce qu'est le monde, etc. Donc, c'est très bizarre. Et là-dessus, c'est pas logique, avec des guillemets. Mais, sinon, derrière, toute la théorie qui en découle est vraiment super cool. Enfin, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle, encore une fois. Ça change, ça a vraiment eu un ton, je dirais, spirituel et philosophique à la fois. Et enfin, perso, j'ai vraiment kiffé. J'espère que vous aussi, parce que j'avoue que dans le futur, j'aimerais bien lire des traités de philosophie en live. Et ouais, ça m'a vachement intéressé. Et en plus, enfin ouais, là, il y a malgré le discours un peu épineux, un peu complexe à saisir, il y a des exemples qui sont vachement parlants, je trouve. Notamment l'exemple de la chenille qui n'a peut-être, enfin, de la chenille et du papillon qui n'a peut-être pas conscience d'être devenu une chenille, enfin, d'avoir été une chenille et la chenille qui n'a peut-être pas conscience de devenir un papillon et du coup qui a juste la conscience de la coquille, etc. Et du coup, qui a juste la conscience d'être en train de mourir, entre guillemets, de mettre fin à sa forme actuelle pour passer vers une nouvelle forme, mais il ne le sait pas qu'il passe à une nouvelle forme. Enfin bon, bref, je trouve cette image très bien trouvée, très intéressante. Franchement, la théorie qui est décrite là, je la trouve hyper intéressante. Je la trouve hyper intéressante. Et même cette idée... Enfin, une autre idée que j'aime beaucoup dans cette théorie, c'est l'idée de euh, un et tout, tout est un. C'est une chose qui est aujourd'hui très, comment dire, qui est de plus en plus étudiée dans les sphères scientifiques entre guillemets. Il y a de plus en plus de théories scientifiques basées là-dessus.
Et c'est quelque chose qui me parle vachement. Je vous invite, par exemple, à vous renseigner sur un homme qui s'appelle Nassim Haramein, que je trouve hyper intéressant. Alors plein de gens vont trouver que et dire que c'est un charlatan et qu'il n'y connaît rien et que c'est un faux scientifique et tout. Croyez ce que vous voulez, vous pouvez croire ça, il n'y a pas de souci, mais juste, je trouve ça hyper intéressant de l'écouter et de se dire et si c'était possible, et si c'était vrai, ou juste de prendre quelques idées et de se dire ah ça c'est marrant, ça c'est bien pensé. Peu importe que vous le preniez comme une réalité, une fiction, du charlatanisme entre guillemets, vous pouvez quand même vous en nourrir pour vous faire vos propres structures mentales et votre propre schmilblick. Et ouais, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, le délire aussi de s'il n'y a pas de souffrance, on connaît pas le bonheur, je trouve que c'est tellement vrai. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper juste. Je vous l'avais déjà raconté, je crois, en live, mais j'avais un prof que je surkiffais à l'université, qui un jour... alors, je le surkiffais, mais comme tous les profs un peu originaux, malheureusement, beaucoup de gens le moquaient. Et alors que j'adorais ce prof et que je le trouvais hyper intelligent, hyper intéressant, et ben beaucoup d'élèves faisaient juste que se foutre de sa gueule et ça m'énervait un petit peu d'ailleurs. Bref. Mais du coup, ce prof une fois nous avait dit, on étudiait, je sais plus quel texte, mais on étudiait un texte romantique. Et il nous dit, de toute manière, je vous souhaite, genre, bon, il a été un peu maladroit et bizarre dans sa manière de le formuler, mais justement, ce prof était un peu exalté, un peu fou, et c'est aussi pour ça que je le trouvais vraiment cool. À un moment, il nous a souhaité, donc il a souhaité à tout l'amphithéâtre, de vivre une histoire d'amour très très malheureuse, très très douloureuse, quasi insupportable, pour qu'on puisse mieux apprécier et mieux comprendre la poésie. Et en vrai, je suis tellement d'accord avec lui quelque part, enfin, je le souhaiterais pas aux gens, mais je comprends ce qu'il veut dire, que oui, en effet, quand on a vécu ce genre de choses, on comprend mieux, entre guillemets. Et bah voilà, comme je le disais, tout l'amphithéâtre s'est tapé une barre et s'est foutu de sa gueule, sauf mon ex-copine de l'époque, qui s'est tournée vers moi, et qui m'a regardé d'un regard en mode... je sais que t'es en train de te dire que c'est exactement ce que tu vis. Et genre, moi, j'étais pas du tout en train de rire, j'étais en mode... putain, c'est exactement ça, ma vie. Enfin, bon, bref. Mais, ouais, et je trouve que c'est très juste, très bien trouvé, très parlant. Franchement, cette nouvelle, encore une fois, je la trouve vraiment de très bonne qualité. Je l'ai beaucoup appréciée. J'espère que vous aussi. Et du coup, comment ça s'écrit Nassim Haramein? C'est Nassim, plus loin Haramein. Et du coup, par exemple, Nassim Haramein, encore une, comment dire? Ah, une chose que m'a remémoré cette nouvelle, c'est par exemple la citation de Nassim Haramein qui dit que le cerveau, alors non, c'est quoi? C'est chercher. Voilà, vu qu'on parlait d'âme et tout dans la nouvelle, c'est pour ça. Chercher l'âme dans le cerveau, c'est comme... ou chercher l'esprit dans le cerveau, parce que c'est en anglais, donc je sais plus exactement la bonne traduction. C'est comme chercher pour le... comment dire... Ah, je suis en train de fail ma citation parce que j'ai du mal à traduire, que je suis en train de traduire en même temps. En fait, je cherche des mots qui parlent. Bon, je la change un peu, mais pour qu'elle soit plus parlante, parce que c'est peut-être des mots un peu datés, enfin bon, bref. Donc, chercher pour l'esprit dans le cerveau, ou chercher pour l'âme dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur radio dans la radio. Et je trouve que, bah pareil, cette comparaison est très bien trouvée, et que cette idée de cerveau qui est juste un récepteur de sensations qui nous informe sur une réalité qu'on ne voit pas forcément, je trouve ça hyper intéressant. Bon bref, j'ai vraiment kiffé cette nouvelle. Elle peut faire partir sur tout un tas de débats philosophiques, métaphysiques, etc. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Je m'attendais pas du tout à voir ça dans les histoires extraordinaires. Encore une fois, je redécouvre totalement. J'espère que vous l'aurez apprécié.
Et sur ce, je vais mettre fin au live. La prochaine fois, nous lirons les souvenirs de Monsieur Auguste Bedlow, ainsi que la nouvelle Morella. Donc voilà, ce seront les 2 nouvelles que nous lirons lors du prochain live, qui aura lieu donc dans une semaine, comme je vous l'avais dit. Soit ça sera le mercredi 31 à 21h, soit ça sera le jeudi 1er à 21h. Et bah écoutez, je pense tout vous avoir dit, et du coup, le jour suivant cette lecture, nous essaierons d'entamer les lives de découverte sur l'univers League of Legends. Je vous tiens de toute manière au courant pour mon emploi du temps, pour quand arrivent les lives, etc., sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à tous merci de m'avoir suivi. Vous avez été nombreux ce soir, encore une fois, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah c'est vraiment des lives très agréables en votre compagnie. Donc merci du fond du cœur, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.